Selon l'Observatoire de la désinformation, près de 70% des Canadiens disent avoir déjà été exposés à des fausses nouvelles sans toujours s'en rendre compte. Donc c'est probablement plus que ça. Dans ce contexte, le rôle du journalisme change profondément, tout comme les compétences qu'il faut pour rester vigilant. Pour mieux comprendre ces enjeux, je reçois Chloane Touma, journaliste spécialisée dans la vulgarisation scientifique pour Les Connecteurs, rédactrice en chef donc, du magazine, mais aussi intervenante de plus en plus renommée sur la désinformation. Son point de vue, croisant aussi bien la question des nouvelles technologies que de la manière de s'informer, m'amène à l'accueillir avec joie. Bonjour Chloane et bienvenue dans 20 ans branchés. Merci à toi, Mélissa, pour l'invitation puis pour l'introduction. Très appréciée. Introduction à sa juste valeur, ma chère. Alors, tu es journaliste, vulgarisatrice scientifique. Ouais. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en technologie, et c'est quoi les plus gros changements vis-à-vis de ton travail ces dernières années, avec l'arrivée notamment de la désinformation qui peut parfois être amplifiée avec l'IA? C'est certain que, tu sais, mon rôle, comme tu l'as mentionné, je suis aussi rédactrice en chef du média Les Connecteurs, donc ça fait en sorte que je dois un peu favoriser une certaine ligne éditoriale, mais aussi un processus, donc auprès des journalistes qui sont quand même déjà très pros, qui ont une base, mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure au niveau de la rigueur de faire toujours des entrevues, idéalement plusieurs par reportage. L'important, c'est je pense, de ne pas s'en remettre à des échanges courriels. Déjà, c'est la première chose. Il y a des journalistes, des fois, qui disent « Ah, j'ai manqué de temps pour une entrevue, est-ce que je peux envoyer mes questions en ligne? » Est-ce que tu t'es assuré de la légitimité de l'expert en question? Est-ce que tu as juste fait de la recherche sur Google? Est-ce que, tu sais, c'est arrivé que j'ai des stagiaires puis qui demandent à ChatGPT ou à Perplexity.ai, puis que, même si les sources ont été déclinées, des réponses qui leur ont été données, ils n'ont pas été vérifiées. Ah ouais, donc du coup... C'est ça. Donc, c'est le renforcement des bonnes pratiques en ce sens-là qui doit être maintenu, puis c'est important, renforcer ces pratiques-là. Puis sinon, il n'y a pas grand-chose qui change parce que si tu as déjà procédé comme ça dans ta carrière, il n'y a rien qui va changer. Par contre, c'est la manière dont les gens s'informent. Donc, est-ce que le modèle fonctionne? Est-ce que les gens ont envie de payer pour de la nouvelle vérifiée ou pas? Est-ce qu'on a sinon mis en place comme société un modèle de financement qui fait en sorte que si les gens ne veulent pas payer, ils vont quand même accéder à l'information qui est importante dans notre démocratie. Et on se rend compte que ils sont prêts à continuer à fréquenter des plateformes où les nouvelles canadiennes ont été bloquées, puis là, ça fait plus de 2 ans. Ça fait 2 ans avec la loi C-18. Je dois le mentionner, notamment à Pablo Rodriguez. Donc, ça, c'est pour ajouter à la liste. Fait que quand j'entends dire qu'il défend les médias, est-ce qu'il l'a fait de la bonne façon? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait fallu les soutenir par ailleurs, si cette mesure c'est sûr que c'est dur d'avoir... Tu sais, tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que, en sachant qu'ils ont le gros bout du bâton, les GAFAM, qu'est-ce qu'on met en place si on veut jouer ce jeu risqué-là, de dire, là, soit vous acceptez nos termes, soit vous bloquez les nouvelles canadiennes. Est-ce qu'on met en place des plateformes avec l'hébergement national et tout ça? Est-ce qu'on a fait en sorte qu'on ait un peu l'échappatoire avec les bons mécanismes pour continuer d'assurer ce service essentiel que moi, je considère essentiel, évidemment, j'ai un biais. Non, mais je veux dire, pour une démocratie, si on veut des citoyens éclairés qui contribuent ou même qui prennent leur place dans le débat public, il leur faut de l'information. 100%. Donc, qu'est-ce qui a changé pour répondre à ta question? Il y a cette dynamique-là qui a changé. La dynamique des pouvoirs, malheureusement, ne va pas en la faveur de cette démocratie-là qu'on voudrait avec les médias. Ça a profité quand même, la loi C-18, aux médias peut-être d'élite, ou je dis d'élite, je vais mettre des gros guillemets, aux gros diffuseurs. Mais il y a beaucoup de plus petits médias, justement des médias spécialisés, qui ont perdu énormément de leur trafic qui était généré par les plateformes comme Facebook. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que cette pluralité journalistique, d'une certaine manière, qui a une valeur immense en démocratie, dont le Canada, dont le Québec peut être très fier, on va dire que c'est cette pluralité qui a été atteinte, on va dire, plus qu'autre chose. C'est un très bon point. Puis, quelque part, tu réponds aussi à la question de comment on fait pour lutter contre la désinformation. Je pense que c'est de renforcer aussi cette diversité. Exact, Il faut diversifier ses sources. J'ai été à un panel qui était organisé par le Laboratoire sur l'intégrité de l'information à l'Université d'Ottawa. Et c'était très intéressant parce que j'étais entourée de gens, de professionnels, de journalistes,
des gens qui travaillent dans des médias, justement, d'élite. Radio-Canada, le Globe and Mail, qui est quand même très connu aussi. Puis la question a été amenée, comment on fait pour s'assurer que c'est pas de la désinformation? Il y a quelqu'un dans le public qui nous a posé la question, comment on reconnaît l'information, la bonne information. Puis le réflexe a été, ma collègue qui était à ma gauche de Radio-Canada, elle a répondu, si c'est des médias comme... si c'est Radio-Canada, c'est... Non, mais tu sais, on rit parce que elle est tombée comme dans le piège. Oui, le piège, puis la perche était tendue pour qu'on fasse « Wow, attends, si c'est ça la définition, ça crée un monopole, puis ça marche pas. » Qu'en est-il des autres? Oui, puis non, puis même de bonne foi, je veux dire, sans remettre en question la rigueur des journalistes. Je veux dire, c'est quand même des êtres humains. Il faut que ce soit des êtres humains qui viennent de toute façon récupérer l'information pour la diffuser. Oui. À partir de ce moment-là, on a besoin de points de vue différents. Mais tout à fait. Puis je pense que, tu sais, tout le travail, les gens de Radio-Canada, j'adore Radio-Canada. Oui, mais je veux dire, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Puis cette rigueur-là, elle n'est pas exclusive des gros médias ou des groupes de presse reconnus. C'est un travail de terrain. Puis c'est souvent les médias régionaux, les plus petits médias, même si tu as moins de ressources, puis c'est vrai que c'est ça qui fait que c'est difficile, fait que des fois, ça prend des semaines sortir un très bon reportage étoffé pour des médias qui ont moins de ressources, mais ils le font, le travail de fond, puis le travail de terrain. Fait que tu sais, c'est pas la définition. Donc, c'est sûr que c'est difficile de dire, comment on fait alors pour, démêler tout ça. Mais moi, je dis... Si vous n'êtes pas capable, puis même moi, je veux dire, j'ai du mal aussi à être certaine que j'ai la bonne information. Des fois, c'est repris par tous les médias dans la journée, puis on se rend compte que c'est faux. Avant que ce soit vérifié, oui. Exactement. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? Diversifier vos sources, tout simplement. Tu sais, allez pas chercher votre information d'une seule source, d'un seul influenceur. C'est correct, les influenceurs aussi, mais diversifier. Oui, les médiums aussi. Parce qu'il y a plus de chances que, sur les réseaux sociaux versus des sites web, absolument. Oui, c'est ça. Les réseaux, les journaux, si vous recevez le journal papier, allez-y, consultez ça, regardez la télé aussi. Mais un mélange de tout ça quand vous avez le temps. Un 5 minutes à gauche, à droite, puis là, t'arrives un peu à... À un moment donné, tu as de la bonne information qui circule aussi. Donc... Mais c'est tellement intéressant parce qu'effectivement, à l'ère de l'intelligence artificielle... Cette pluralité-là, il faut comprendre que l'ère numérique, parfois, notamment quand il y a les GAFAM qui sont impliqués, ça creuse les écarts. Ça ne vient pas amener de la diversité. Non, ça vient gommer une diversité. C'est un très bon point parce que déjà, les algorithmes qui recommandent les contenus sont programmés pour ça, de s'assurer qu'on renforce des tendances. Donc, la polarisation aussi est de mise dans ce temps-là, quand c'est ça ton modèle. Quand tu carbures aux polémiques. Donc, on voit ces fractures-là se traduisent par la haine sur les réseaux sociaux énormément. Moi, je veux dire, le drame qu'il y a eu là, sur le REM, là, les deux jeunes personnes qui sont décédées, il y en a 3 qui ont été happées, puis il y en a 2 qui sont décédées. Je n'ai fait que voir des commentaires. Pas que, mais dans les premières heures, énormément de commentaires insensibles. On est rendu déshumanisé. C'est rendu ça, je veux dire, des raccourcis, puis... C'est un phénomène de société qui dépasse. Il y a sûrement des chercheurs qui font des études là-dessus, sur cette espèce de manque d'empathie-là. Oui, absolument, par le numérique. Qui crée vraiment une distance émotionnelle. Vraiment, puis je pense que ça nous dépasse. Fait que c'est au-delà de la nouvelle... C'est sûr, il y a la désinformation, mais il y a ce phénomène-là qui transforme complètement la société, qui la rend froide. Puis c'est ça qui m'inquiète un peu. Il y a du bon aussi, là. Tu sais, je veux dire, il y a du positif. L'IA en amène aussi. Bien sûr. Il y a de l'IA pour contrer la désinformation générée par l'IA. Il y en a aussi. Oui. D'ailleurs, on a un dossier avec, justement, le laboratoire sur l'intégrité d'information sur lesconnecteurs.ca qui est consacré à la désinformation climatique. Et là, on a... Je sais pas si tu l'as vu, mais on a tous les outils. La boîte à outils pour aller naviguer. Écoute, il y en a beaucoup, là. Il y en a plus d'une dizaine là, d'outils de ressources à aller consulter, justement, pour mieux s'outiller face à la désinformation climatique. Bon, évidemment, c'est niché, mais on peut s'inspirer de ce modèle-là. Mais je pense que c'est un très, très bon lien, en fait, pour adopter une discipline et mieux s'informer, parce que tu faisais le lien avec justement les commentaires haineux. Il faut comprendre que les commentaires haineux, pour le cerveau, quand on les voit, on est quand même dans une espèce de spirale où notre état mental, il va pas bien. Il y a d'une certaine manière cette espèce de le business de l'indignation
parce que les plateformes favorisent, on va dire, les contenus sensationnels et que, biais de négativité faisant, le cerveau, il imprime ce qui est négatif, il faut comprendre que ça favorise même pas notre santé mentale. Donc même, et de manière très égoïste, avoir un minimum de pensée critique grâce à une diversité journalistique, ça nous fait du bien à notre propre tête. Ben oui, et puis ça passe notamment par le travail admirable que tu fais chez Humanette, là, je veux dire, en tant qu'experte toi-même, de sensibiliser, d'éduquer, puis de donner ces outils-là aussi, parce que c'est vrai qu'il faudrait peut-être avoir plus d'initiatives qui nous donnent ces compétences-là, puis ce sens critique-là aussi. Là. Et c'est très bien décrit justement dans les connecteurs, que je vous recommande beaucoup, parce qu'effectivement, on approche la technologie à travers un regard d'experts diversifiés, qui ont différents... Mais il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont chercheurs, il y en a qui sont... Et donc là, on a vraiment beaucoup de professionnels qui, d'ailleurs, pour beaucoup, ont aussi déjà des profils, on va dire, assez polyvalents, et qui amènent un regard sur la technologie qu'ils connaissent bien. Merci de le ensuite, mais c'est important parce que tu vois, quand tu dis cette sensibilisation-là, mais aujourd'hui, on doit se former à la technologie. La technologie, elle arrive, on a beau être professionnel, éduqué, avancé dans sa carrière, parent, ce que vous voulez, adulte, mais on n'a pas, j'ai envie de dire, l'équivalent du permis de conduire ou de la majorité, c'est pas juste l'âge ou le fait d'avoir un diplôme. Non, aujourd'hui, on a des technologies qui arrivent et il faut pouvoir les apprivoiser. Et pour ça, il faut qu'on soit guidé. Et les connecteurs font ce travail-là. Et d'ailleurs, le nom est plus que explicite. Ils connectent la population. T'approuves le branding, je suis contente. Ah, mais tellement. Mais non, mais parce qu'en plus, j'aime bien ce que c'est connecté. Ben, c'est exactement ce qu'on voulait. Puis merci de souligner le caractère où on essaye de donner une voix à des profils, comme tu l'as dit, variés, mais polyvalents. Puis c'est vrai que dans notre métier aussi, il y a cette polyvalence-là parce qu'il faut quand même s'intéresser aux IA qu'on couvre comme journaliste spécialisé. Donc, souvent, c'est d'avoir des compétences. Puis là, on a un invité qui va en parler aussi, mais d'avoir la maîtrise de ces outils-là. Parce que moi, je dis tout le temps, il y a une catégorie de journalistes qui a peur de perdre son travail, mais c'est de savoir utiliser peut-être ces outils-là puis de bien les comprendre pour, mieux les couvrir, mais voir si on ne peut pas innover nous-mêmes aussi, puis en profiter, parce qu'il y a des bénéfices, mais c'est sûr, dans une certaine mesure, il faut faire attention à tout ça. Puis je pense que le fait de donner une voix à beaucoup d'experts, parce qu'on ne peut pas tous être polyvalents, mais de s'assurer d'avoir cette tribune-là, comme les connecteurs, où on va avoir des gens qui représentent le communautaire, pas juste la tech, là, des gens de la tech aussi, des décideurs, des gens du municipal, tu sais, toutes sortes de profils, des artistes, tout. Exactement, qui vont tous amener leur voix puis dire, voici comment les nouvelles technologies agissent sur mon environnement, sur mon travail, sur ma communauté, puis de voir comment on peut les faire se parler. Puis c'est ça que j'aime dans les numéros qu'on sort du MAG, c'est qu'on a vraiment tous ces profils-là dans un numéro, dans un dossier qu'on approfondit sur une thématique en lien avec la tech. Chloé, tu nous parlais justement de ce que les personnes pouvaient faire, ce que le public peut faire pour essayer de mieux s'informer, comme diversifier les sources. Est-ce que tu as d'autres conseils? Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on diversifie les sources. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire aujourd'hui et se dire, OK, maintenant, il faut que je prenne en main mon information comme une discipline presque. Oui, ça a l'air niaiseux là, de le dire comme ça, mais assurez-vous de faire plus que juste regarder une photo, une image avec un titre au-dessus sur Facebook. Là. Cliquez sur le lien vérifié, lisez le reportage au complet. Puis, tu sais, des fois, faut quand même le dire, là, depuis que les nouvelles sont bloquées sur les réseaux sociaux comme ça, de Meta, ce qu'on voit, quand vous voyez des nouvelles, des liens qui sont partagés d'informations, en général, les nouvelles vérifiées ont déserté la plateforme. Bon, c'est pas toujours le cas. Il y a des pages où le média est peut-être trop petit. C'est pour ça qu'il n'a pas été reconnu comme média d'information à proprement parler, mais le travail est rigoureux. Mais en sachant qu'il y en a beaucoup moins de nouvelles vérifiées, il faut quand même s'assurer que c'est pas de la satire, que c'est pas du contenu créé artificiellement, donc généré par l'IA. Il y en a de plus en plus, c'est très bien fait, donc c'est très facile d'imiter
un logo. C'est très facile de se faire passer pour une vraie nouvelle et un vrai média. Donc, il faut quand même vérifier, aller lire. Assurez-vous quand vous lisez que ça a l'air d'être un vrai reportage, que c'est signé par un journaliste. Si le journaliste est là avec sa photo ou son nom, s'assurer que le journaliste existe vraiment. Il suffit de faire une recherche. Jusqu'à maintenant, prend 2 secondes. C'est ça. Une recherche Google, c'est quand même assez efficace. Si un profil LinkedIn, c'est que c'est vraiment un vrai professionnel en général. Et encore, même ça, c'est pas très certain, mais on fait une recherche quand même minimale. Donc, c'est des choses à faire, de vérifier ça. Puis, je pense aussi que les erreurs qu'on fait peut-être comme professionnels dans les médias, c'est que nous-mêmes, on utilise des fois... c'est rare, mais ça peut arriver qu'on utilise de l'IA pour générer des images quand on n'en trouve pas ou qu'on n'a pas de photographe. Okay. Il faut utiliser des codes universels. Peut-être qu'on devrait commencer à uniformiser ça, voir comment on pourrait se réunir les médias pour adopter ce code-là, de communiquer si on a utilisé de l'intelligence artificielle. Oui. Ça, c'est important aussi pour un peu s'assurer d'entretenir cette confiance-là qu'on veut. Puis cette rigueur aussi. La rigueur, la confiance qui est ébranlée aussi. Fait que ça, c'est important. On a un rôle à jouer aussi comme journaliste de pas faire n'importe quoi avec l'IA. C'est sûr que ça peut être utile pour des recherches préliminaires, pour traduire. Moi, ce que j'aime, c'est pour traduire en verbatim une entrevue, par exemple. Mais ayons des codes de transparence. Des codes de transparence. Merci beaucoup. Alors justement, j'ai l'honneur d'accueillir aussi Oussem Chérif qui est vraiment autodidacte, passionné, très curieux. C'est un contributeur clé à des organisations telles que Cybercap, aussi à DigiWoman, de grands événements du numérique. Et il excelle dans la conception de prototypes. Aujourd'hui, Cybertalent 2025, il va nous parler de son prototype de vérification de faits, TrustScan. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne rapidement? Bonjour Mélissa. Bonjour Chloé. Merci pour cette invitation. TrustScan, c'est un outil qui permet de faire la vérification automatique de contenu, images, vidéos, texte. Ok. Et de voir si est-ce que le contenu est manipulé ou c'est un contenu vrai. On fait une analyse sémantique de la nuance et après on fait le verdict. Ok, super. Donc là, on voit qu'il y a quand même des solutions qui émanent avec des prototypes comme ça. Il y a aussi le lien pour... tu peux nous rappeler le lien? Oui, dans le fond, c'est la section des informations climatiques sur lesconnecteurs.ca. Donc, vous allez sur lesconnecteurs.ca, vous allez trouver assez facilement ce dossier-là. Puis, je vais y ajouter la solution d'Oussem, je pense. Ça vaut la peine. Mais oui, carrément, on pourrait l'associer. Donc, merci infiniment à vous deux. Merci Chloé Thomas, je rappelle, des rédactrices en chef de Les Connecteurs. Merci Oussem Chérif, Cybertalent 2025, programmateur IA. On a vu que l'information aujourd'hui, c'est vraiment une discipline. Il faut être plus actif, il faut aller se renseigner, il faut aller vérifier. C'est pas une fatalité et c'est important de se rendre compte que tout le monde est à la même enseigne. On est tous piégés, même si on n'a pas l'impression. Donc c'est important pour votre liberté intellectuelle, pour votre citoyenneté, pour vos droits et vos libertés, de pouvoir être des citoyens et citoyennes éclairés. Donc je vous encourage à aller voir lesconnecteurs.ca et aussi vous retrouvez bientôt le prototype d'Oussem Chérif pour la vérification des faits TrustScan dessus. Merci infiniment à Thaïs Planteblas pour la mise en onde. Je vous retrouve lundi prochain 8h30 sur CIBEL 101.5. D'ici là, restons connectés sans perdre de fil. C'était Mélissa Cancelier. Excellente semaine.